Amis expatriés, bonjour. C'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet crucial pour nous expatriés, qui est celui du bien-être et de l'excellence. Bien-être versus excellence, bien-être au service de l'excellence. Je ne sais pas très bien dans quel sens il faut prendre les choses. Et souvent, nous les expatriés français, on ne sait pas très bien comment prendre ce sujet. On a une tradition qui valorise l'effort, le cadre, l'exigence, presque même l'ascèse dans l'éducation française. On a rencontré en allant dans d'autres pays une éducation qui insiste davantage sur la bienveillance, le bien-être, l'épanouissement de l'enfant. Et on est partagé quand on revient, et ce qui fait que quand on est partagé, on se sent souvent mal dans les deux cadres. Quand on revient dans un cadre très structuré, on va dire « oh là là, mais on abîme mon enfant ». Quand on part dans un système qui met davantage le bien-être au centre des apprentissages, on peut se dire « oh là là, mais est-ce qu'ils ne vont pas perdre en excellence à force de favoriser autant le bien-être ». On est un peu perdu. Alors, pour y réfléchir, on s'est dit qu'on allait inviter des experts, et des experts qui ont l'avantage de très bien connaître le système en France parce que vous êtes en France depuis 60 ans, enfin, peut-être pas vous deux, mais l'école que vous représentez. Donc une expertise du système français et en même temps une expertise du système anglo-saxon, puisque donc on parle de l'ISP, l'International School of Paris. Vous proposez une éducation internationale dans le cadre français depuis bientôt 60 ans. Donc on va répondre aux questions des parents, et on va surtout vous accueillir. Donc, Courtney Knight, bienvenue. Courtney, vous êtes responsable communication et animation à l'ISP. Et Damien Kerr, bienvenue aussi. Merci. Et Damien, vous êtes directeur du collège et du lycée. Voilà. Je me tiens compte. Première question. Donc, on a eu la chance d'avoir déjà Courtney, qui est une habituée de notre studio, il y a quelques années pour nous parler de l'ISP. Donc, je vous invite à aller retrouver cette vidéo pour en savoir plus sur l'ISP. Mais quand même, en quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez nous présenter l'ISP ? Voilà, donc l'ISP, c'est une école anglophone. On est basé dans Paris 16 sur 3 campus différents. On était la première et la seule école ici en Île-de-France qui offre le cursus complet du baccalauréat international. Donc, vous avez bien entendu que c'est quelque chose qu'on avait évoqué ensemble avec Alix en une ancienne conférence. On a de la petite section jusqu'à ce que la terminale, il y a les 3 programmes du IB. Donc là, nous sommes à peu près 700 élèves, plus de 65, 67, 69 nationalités, ça change un peu chaque année, plus de 35 langues maternelles et autant de diversité dans notre communauté que vous pouvez y penser. Waouh, ça fait rêver, en tout cas pour ceux qui sont de retour et qui se disent qu'ils retrouveraient bien un peu de diversité. Bien-être à l'école, et chez vous, c'est pas du tout une nouveauté, c'est pas un effet confinement ou c'est pas un effet de mode de parler de bien-être à l'école. Oui, tout à fait. Ça a toujours fait partie de la culture de notre école depuis les 60 ans, 50 ans dont Courtney a évoqué. Mais il y a 15 ans à peu près, on a mis en place une équipe de bien-être pour s'occuper du bien-être des élèves, pour les soutenir dans l'école, pour marier, si on veut, le bien-être et la réussite scolaire. Et on s'est rendu compte qu'en fait, en se focalisant sur le bien-être tout autant que les études des élèves, les élèves s'avancent mieux. Ils ont beaucoup plus de succès et c'est quelque chose qui a apporté beaucoup à notre communauté et à nos élèves. Donc, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de notre communauté et nos actions quotidiennes. Et concrètement, vous faites ça comment ? On a une équipe spécialisée. Une équipe bien-être. Oui. Moi française, j'hallucine quoi. Oui, alors ils font quoi ? Oui. En fait, il y a fondamentalement, il y a les professeurs qui font partie de ce groupe. Il y a quelques professeurs qui sont spécialisés et qui sont formés dans l'éducation personnelle et sociale, par exemple, comment enseigner aux enfants leur place dans la société et dans l'école. On a aussi les psychologues de l'école, school counselors, comme on dit, qui travaillent avec les infirmières
Et tout ça, c'est géré par notre principal adjoint qui est responsable pour le bien-être des élèves. Donc, c'est quelque chose qui est fondamental à tout ce qu'on fait à l'école. Et on travaille main dans la main avec les élèves, avec les professeurs et avec les parents dans un triangle où toutes ces relations sont prioritisées. Donc, avec les éducateurs, avec les enfants, Oui. Tout au service du bien-être. Mais alors là, je suis désolée, je vais faire ma française là. Je suis super contente que les enfants soient bien, mais en même temps, comment est-ce qu'on articule moi, j'ai été élevée à l'école française, à l'école de l'effort. C'est peut-être ça, en fait, la notion. Ces deux notions qui se complètent pour vous, Absolument. ou est-ce qu'on est sur deux plans différents? Non, c'est pas la même chose, mais travaillant et avec l'un et avec l'autre, on voit les élèves s'avancer mieux. C'est un sens de, par exemple, un sentiment d'appartenance. Les élèves savent qu'ils font partie de quelque chose de plus grand. Ils travaillent et pour eux-mêmes et pour leurs camarades. Donc, c'est pas compétitif parce que nous, notre philosophie, c'est que les élèves peuvent s'avancer ensemble et que tout le monde est un apprenant. Donc, c'est-à-dire l'enfant, leur père et aussi le professeur peut apprendre aussi des élèves et ça fait partie de l'esprit de notre école. Donc, c'est pas quelque chose, l'éducation n'est pas quelque chose qui est donné aux élèves. C'est quelque chose où on travaille ensemble pour l'avancement de tout le monde. Et si je peux ajouter, je pense que c'est aussi le rôle de tout le monde de réfléchir, d'être un enquêteur, de demander, de poser des questions, de faire partie de quelque chose de plus grand que soi, en même temps en se poussant vers nos limites personnelles, avec toutes nos passions, avec nos compétences. Et les compétences de tout le monde sont très vastes, donc ça fait partie d'une compréhension de soi. Et néanmoins, je fouille, parce que j'adorerais être convaincue, mais j'en ai vraiment au cœur du sujet. Bien-être, d'accord, mais par exemple, comment, pour quelqu'un d'anglo-saxon, je pense que c'est évident. Pour un Français, ça l'est moins. Bien-être, mais quand il y a une difficulté avec un enfant, par exemple, comment est-ce que vous gérez alors? On va lui dire, écoute, sens-toi bien, mais t'es pas bon? Non, ça dépend. On part du principe que tout le monde fait des bêtises, tout le monde fait des erreurs. Et ce qui est important, c'est comment on apprend de tout ce qu'on fait, y compris nos erreurs. Et dans le comportement, juste comme on fait dans la classe, quand on apprend des maths, par exemple, on fait des erreurs et c'est comme ça qu'on apprend. C'est pareil, il y a une approche pédagogique aussi à tout ce qu'on fait, y compris dans le comportement des élèves. On travaille encore avec les parents, avec les enfants, pour que tout le monde comprenne quelles sont nos valeurs, où on va aller et comment on va travailler ensemble pour être sûr qu'on est tous sur le même chemin. C'est un vrai dialogue. Je pense que quelque chose qui est important, c'est qu'au sein des valeurs d'une école qui est aussi diverse comme la nôtre, il doit y avoir une envie d'apprendre de quelqu'un d'autre. Et donc, les élèves sont aussi acteurs majeurs dans cette dynamique. C'est pas l'idée que le bien-être vient de en haut et tout le monde attend que ça arrive. C'est vraiment l'idée que tout le monde contribue à l'ambiance de respect et de la découverte de quelque chose d'autre. Et donc, même, par exemple, dans notre école primaire, il y a des élèves qui sont volontaires pour être leaders dans leur classe et en fait, pour mener une conversation, pour aider quand il y a des petits conflits entre eux. Et donc, ils sont ce qu'on appelle les peer mentors. Et c'est quelque chose qui, encore une fois, donne l'autonomie et l'action aux élèves de pouvoir gérer les dialogues, la conversation, de demander de l'aide, d'avoir cette équipe spécialisée autour d'eux, mais qui revient toujours à la responsabilité de chacun. Ce qui est très important dans le bien-être, c'est qu'on ne pourrait pas juste être bien avec l'appui de quelqu'un. On doit être bien ensemble. On doit être bien ensemble. Là, je pense qu'on le sent tous, on est au cœur, en fait, de différences culturelles très profondes. De toute façon, quand on parle de valeurs en éducation, on est dans ce qui nous différencie le plus, je pense, d'une culture à l'autre. On est dans la source probablement de beaucoup de malentendus entre l'esprit français, latin
et l'esprit anglo-saxon sur cette notion de bien-être. Je suis vraiment contente qu'on puisse fouiller tout ça avec vous et prendre des exemples concrets. Donc, je continue à aller dans le fond. Et quand ça se passe pas bien, quand il y a un enfant qui... Alors, on va prendre 2 cas. Premier cas, un enfant qui ne respecte pas les règles. Comment est-ce que vous allez conjuguer son bien-être avec celui des autres? Je dirais que des fois, nous avons des élèves qui ne sont pas du tout alignés avec nos valeurs. Ça, c'est sûr. Soit parce qu'ils ont fait quelque chose qui est tellement à l'opposé de ce que nous en attendons d'eux, soit parce que, encore et encore, ils ne nous montrent pas qu'ils peuvent suivre les règles de base. Ça nous montre aussi que peut-être nous, on n'est pas l'école appropriée à leurs besoins, donc des fois, on conseille les parents que ça ne marche pas, peut-être il faudrait chercher ailleurs. Et c'est une conversation, mais c'est toujours quelque chose, ça ne tombe jamais comme une surprise parce qu'il y aura eu un dialogue avant. On parle toujours avec les élèves, avec les professeurs et avec les parents pour que chacun comprenne ses responsabilités, comme a dit Courtney. Ce que disait Courtney tout à l'heure, le bien-être, c'est pas le monde des bisounours. On peut se faire renvoyer l'ISP si vraiment on passe les bornes. Absolument. Mais juste, on ne sera pas surpris. Mais je dirais aussi que tant qu'on est dans un vrai chemin de la découverte, de la communauté, de soi, on a les outils et on essaie de donner toujours des outils. C'est pas qu'un dialogue, parce que quand on pense de temps en temps de dialogue, on pense qu'on écoute et on reste un peu comme ça, ok, bon, je me fais gronder, bon, je vais pas ça va passer, on passe à autre chose. Mais c'est vraiment dans l'action. Et ce qu'on veut absolument, c'est que les enfants s'approprient eux-mêmes leur avenir, mais aussi l'avenir de l'école. C'est-à-dire que c'est une fierté de faire partie d'une classe, c'est une fierté de faire partie d'une promotion. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait leur apporter dans leur boîte à outils pour faire en sorte que quand il y a quelque chose qui arrive, et on pourrait avoir avec 65 nationalités, on pourrait avoir vraiment des perspectives très, très différentes. Les gens qui ont vécu dans les parties du monde avec les événements politiques et qui sont passionnés par leurs expériences. Mais on pourrait être à la fois passionné et à la fois très respectueux. Et donc, ça s'apprend. Et même pour nous, les adultes, je pense qu'on fait des erreurs de temps en temps, si je peux dire. Là aussi, il faut une vraie exigence du bien-être. Et donc là, on n'atteint pas le bien-être. C'est pas le niveau de quelque chose. On est toujours dans le processus de réfléchir. Et donc, ça, c'est quelque chose que cette équipe fait aussi au sein de l'école. C'est qu'il y a beaucoup de réunions où on réfléchit sur le contenu du cursus dont Damien parlait tout à l'heure, ce cursus spécialisé pour le bien-être personnel et social, mais aussi quelles sont les problématiques d'aujourd'hui. Que ça ne soit pas le bien-être de quelqu'un d'autre de l'endroit lointain. Ouais, ce n'est pas dans un sens absolu. Voilà. C'est une utopie, quand même, quelque part, parce que ça n'est jamais atteint. Exactement. Mais c'est extrêmement concret. Comme avec le bonheur. C'est quelque chose qu'on n'atteint pas, mais on est toujours dans une recherche de comment se sentir. Nous, on n'est pas habitués à parler du bonheur à l'école. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette discussion ésotérique là? Les deux peuvent aller ensemble. Ok, donc voilà, c'est vraiment un changement de paradigme par rapport à ce qu'on peut entendre. Même si derrière, je ne suis pas du tout en train de critiquer l'école française, il y a bien sûr du bien-être, mais le chemin pour y arriver est différent. Si je peux, je pense qu'une des idées reçues, c'est qu'avoir un esprit critique, même sur soi-même, c'est peut-être pas compatible en se sentant bien. Que voilà, c'est comme vous dites tout à l'heure, c'est soit l'une, soit l'autre. Et en fait, on est très critique. On se demande plein de questions, on questionne tout, mais le bien-être va dans le sens que déjà, je peux poser des questions, je suis autorisée, je suis acteur, toutes les questions sont des bonnes. Il n'y a pas que des super questions, des 20 sur 20 qui font partie de la vie. Et que si je ne sais pas quoi faire, je sais à qui je pourrais m'adresser pour apprendre et que c'est un dialogue. Donc, du coup, ces choses-là font en sorte que ça marche dans un bon ordre. Super. Et donc, je disais, on va prendre 2 exemples. Donc, on voit l'exemple de l'enfant qui décide de ne pas respecter les règles.
Bon, si on reste dans le monde des bisounours, on se dit, bah, avec un cadre pareil, comment pourrait-il n'en avoir pas envie? Mais on voit que vous savez le traiter parce que ça arrive et qu'on est humain. Deuxième question, quand on a un enfant qui, sur le plan scolaire, n'y parvient pas, là, qu'est-ce qui se passe? On peut penser qu'un enfant ne tiendra pas le niveau de l'ISP? Le cursus du baccalauréat international, c'est très exigeant. C'est pas parce qu'il y a un fond et cette partie qui est bien-être que c'est pas un cursus rigoureux. Et ce n'est pas un cursus pour tout le monde. Il n'y a pas un seul cursus qui existe, qui est universel. Et je pense que c'est une voie d'excellence, on peut dire, Laïbi? Absolument, Ah oui. absolument. On a plus de maintenant 5500 écoles dans le monde qui offrent le programme de diplôme. C'est un peu le standard pour justement offrir une excellence, mais avec une vue sur les sujets particuliers et passionnants pour les élèves. Donc, c'est pas en mettant tous les élèves dans la même case, avec le même profil. Ça leur laisse la liberté de choix de certaines matières, mais avec un cadre qui est assez rigoureux. Et donc, une quantité de travail Énorme. qui est énorme, carrément. Énorme. Oui. Ma fille l'a fait il y a 2 ans et elle était fatiguée. C'était quelque chose, elle s'est poussée à fond. Et je vois ça pour tous les élèves dans l'école, et ils se poussent. C'est un travail énorme. Et alors, comment est-ce qu'on conjugue Oui. bien-être et fatigue? Bien-être et effort. C'est apprendre comment vivre avec aussi. Oui. C'est-à-dire que les élèves, quand ils sont en première terminale, ils agissent comme les élèves des études supérieures. On attend une autonomie d'organisation de son emploi de temps, des projets qui sont souvent des projets qui sont de plusieurs mois à voir pour leur mémoire, du travail d'1 an et demi. Et après, c'est aussi en parallèle cette voie de découverte. Qu'est-ce que je veux faire après? Parce que ce n'est pas tous les élèves de l'ISP qui vont rester en France ou qui vont aller en Angleterre ou aux États-Unis. En fait, ils vont choisir des chemins très, très différents. Et comment est-ce que nous, on pourrait les soutenir de justement décider entre toutes ces options? Parce que si le monde est ouvert, c'est superbe. Mais on est vite perdu, oui. On est d'autant plus perdu que le champ est immense. Absolument. Mais si je peux rajouter quelque chose, on se sent bien quand on réussit. Et on réussit quand on travaille. Et donc, c'est le chemin inverse où, en fait, la réussite académique donne du bien-être à l'enfant aussi. Donc, en travaillant, il a des bons résultats, ou elle a des bons résultats, et c'est quelque chose qui est très, très important. Et c'est dans le quotidien aussi, c'est pas que à la fin. Donc, il y a du feedback des professeurs très, très régulier, et c'est quelque chose où les enfants apprennent, en faisant des choses bien, ils sont plus contents. Et pour comprendre jusqu'où ça va, parce que c'est pas forcément l'idée que les parents français se font de l'ISP, cet aspect d'excellence, de travail très lourd sur le plan académique. J'entends complètement que c'est les petits résultats qui vont construire la réussite. Et néanmoins, à la fin, quels sont les devenirs de vos élèves après leur bac international? Ça dépend de l'enfant, parce qu'ils viennent d'origines très, très différentes. Donc, à la fin de leur parcours chez nous, ils partent aussi un peu partout dans le monde. Donc, il y a des enfants qui vont en Asie, en Afrique, aux États-Unis, et il y en a qui restent en Europe et en France. Donc, il y a ceux qui vont à Oxford, qui vont dans les grandes écoles américaines, ceux qui décident d'aller dans les écoles spécialisées de design, d'art. Donc, c'est aussi le baccalauréat international, c'est un cursus qui demande à l'élève de choisir et de vraiment commencer à se construire en tant que ses talents et ses passions. Et donc, quand on arrive au moment où on franchit la porte de n'importe quelle école supérieure où on arrive, on a déjà les atouts de réussir. Ce n'est pas un coupure dans le même sens que ce qu'on pourrait voir dans d'autres systèmes. Et néanmoins, là, je reviens vers le cadre français. Est-ce que vous allez suffisamment loin dans cette, suffisamment typiquement dans cette voie du travail très scolaire, etc., pour permettre à des enfants d'aller dans les systèmes de prépa à la française, ou est-ce qu'il vaut mieux éviter quand même, quand on sort de l'ISP, ce type de parcours?
La réponse est dans la question. C'est-à-dire que, clairement, concrètement, est-ce que les élèves qui sont chez nous à l'ISP, est-ce qu'ils peuvent prétendre à un programme de prépa ou à une grande école? Oui. La réponse est aussi qu'il n'y a pas beaucoup qui ont envie de le faire. Et ça, c'est parce qu'ils ont eu un goût d'autonomie et de désir de voyager. Il y a certaines qui, par exemple, vont décider de poursuivre leurs études anglophones aux Pays-Bas, de voyager, de prendre... ce que je dis souvent quand je reçois les familles chez nous pour un premier entretien, un premier moment d'échange, je leur dis, soyez prêts que votre enfant vous quitte et qu'il va assez loin. Et ça, de temps en temps, ça ne plaît pas. Je pense que c'est un point fondamental. Ouais. Absolument. On fabrique des citoyens du monde chez vous. Exactement. Et donc, du coup, les prépas sortent, c'est un chemin d'excellence à la française, mais nous, on ne compte pas que des Français chez nous. C'est quand même notre nationalité majeure. Mais même les Français, après avoir été dans cet environnement pendant plusieurs années, même s'ils avaient à la base cette idée de vouloir aller dans des prépas, souvent, ils terminent par dire bon, j'aimerais bien faire un programme en Angleterre, ou j'aimerais bien faire un master et revenir. Ils ont quand même maintenant des programmes d'échange avec certaines grandes écoles, de faire un partie à l'étranger et après de revenir en France. Donc, c'est juste clairement pas le chemin le plus choisi par les élèves. Oui, mais il y en a qui reviennent, comme tu dis, oui. Qui reviennent en France après. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, en fait. C'est-à-dire, je fais un bachelor voilà. à l'étranger et je reviens pour les masters. Oui, ça, c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement. Oui, ça peut être une bonne façon pour réintégrer les écoles qui leur permettront de s'ouvrir aussi le marché français si c'est leur volonté. Absolument. Et ce qu'on voit de plus en plus aussi avec les écoles supérieures en France, c'est que ce profil international multilingue qui offre beaucoup de compétences aux élèves, c'est de plus en plus demandé. Donc, les dossiers libres sont regardés de notre œil aujourd'hui, que ça a été il y a peut-être 10-20 ans, si on peut être honnête avec le cadre qui existe. Merci beaucoup. Donc ça, c'est un point important. Très important. Moi, j'ai bien appris et je comprends mieux, même si je sais que c'est des notions, sur toutes ces notions culturelles importantes, c'est des choses sur lesquelles il faut revenir parce que ça touche à des ramifications profondes chez nous. Autre question autour du bien-être, parce qu'on a bien entendu qu'il s'agissait de valeurs et j'ai bien entendu que vous avez parlé de diversité. Comment est-ce que vous gérez cette notion de valeurs communes tout en respectant la diversité des enfants? Je crois que je peux dire qu'il y a des valeurs qui sont universelles, qui sont indépendantes de la nationalité ou le pays où on est né. Les valeurs de respect, les valeurs d'effort, d'honnêteté, de travail ensemble, de communauté, ils sont très, très importants. Et ça, c'est quelque chose, peu importe notre version d'origine, c'est quelque chose qu'on crée ensemble pour avoir une version ISP de ces valeurs-là. Donc, mais c'est quelque chose, il y a peu de monde qui ne tient pas à ces valeurs, je crois. Et moi, j'ajouterais que, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on met beaucoup de personnes des nationalités différentes dans une même pièce que ça fait en sorte qu'on se sent bien. Ce qu'on dit souvent, c'est qu'on est international par design, pas par défaut. Donc, du coup, qu'est-ce que ça veut dire international par design? Ça veut dire qu'on est tous les collaborateurs de les gens qui travaillent ensemble en collaboration dans notre communauté. Et donc, même les enfants qui arrivent chez nous et qui disent, dans leur premier jour, je suis français ou je suis allemand ou j'ai vécu là-bas, ce qu'on voit avec le temps, c'est vraiment, il y a plein de facettes différentes. Ah oui, il y a notre élève qui était là. Moi, c'était mon grand-père qui avait son équipe préférée de rugby qui était là. Donc, en fait, les enfants, ils font énormément de connexions naturellement entre eux. Donc, ce n'est plus une question de 65 nationalités, c'est une question de 700 personnes différentes qui sont ensemble et qui se sont capables de creuser un peu leur propre identité. Et ça, c'est une recherche. Quand on est libre de faire ça, on découvre d'autres choses aussi.
Et finalement, est-ce que c'est pas logique si jamais vous êtes obligé de construire autant, parce que, enfin, tout au long de cet entretien, on voit vraiment cette recherche d'approfondissement, etc. Est-ce qu'elle n'est pas indispensable, cette recherche du bien-être, à partir du moment où il n'y a pas d'évidence de culture commune? À part les valeurs dont vous parliez, bien sûr, mais que vous avez été chercher et qui ne se sont pas construites toutes seules. Je ne sais pas, c'est compliqué. Je crois que quand on dit que ce n'est pas par défaut, cette idée de communauté, c'est quelque chose qui vient naturellement parce qu'il y a une façon de réfléchir, d'agir, de montrer comment on est. Donc, quand les élèves arrivent, ils arrivent sans aucune idée vraiment de qui nous sommes et le rôle qu'ils vont jouer dans notre école. Et donc, c'est une question pour tout le monde s'adapter, pour l'école aussi, de changer avec l'arrivée des nouveaux. Et donc, ça c'est quelque chose, mais c'est quelque chose dont nous sommes conscients, mais c'est pas quelque chose qui est difficile. Et ça revient au rôle de tous les parties prenantes, dans le sens où les parents, ils jouent un rôle clé dans notre communauté, les élèves évidemment, les enseignants, mais aussi nous sommes fiers d'être ici en France. La culture française, ça a énormément d'importance pour nous. Donc, qu'est-ce que c'est la Chandeleur dans une école avec 65 nationalités? Bon, il y a des choix intéressants sur les crêpes de temps en temps, par exemple, mais c'est cette idée que tout le monde veut activement se questionner et veut faire partie de cette recherche. Et ça, je trouve que quand on dit aux parents qu'est-ce qui vous amène chez nous, c'est souvent ça, c'est que je veux qu'on se sent, on a un sens d'appartenance. Que même si c'est notre premier jour à Paris ou que notre famille, pendant 5 générations, sont parisiens, on a tous cette envie. Mm-hmm. Donc, on entend, c'est vraiment le leitmotiv, cette construction du bien-être comme quelque chose qui n'est jamais atteint. Et ça sera la même chose sur l'excellence, c'est la même chose sur la diversité, où on avance petit à petit. Après, ça, c'est on va dire les grandes théories en général. Maintenant, si on arrive de façon très pratique, dans les 2 dernières années, vous avez eu l'occasion vraiment de mettre en pratique cette question du bien-être, parce que le Covid a été pour les enfants partout, et j'imagine que les enfants de l'ISP n'en sont pas plus protégés que les autres de cette question du Covid. Qu'est-ce que vous avez mis en place déjà quand vous avez vu la crise arriver? Je dirais d'abord la communication. On a essayé d'ouvrir la communication et avec les parents, avec les élèves, avec les professeurs, pour qu'on comprenne tous que c'est difficile, c'est un moment difficile qu'on vit. Et c'est quelque chose où on a essayé de faire pour que tout le monde travaille ensemble, pour que les cours continuent, même quand on était distanciel. Les professeurs se sont engagés, mais à fond, s'assurer la continuité de leurs cours. Les élèves étaient bien présents aussi, même à distance. Ils étaient là, on a tous fait à distance les cours. Une fois qu'on était ouvert, on a changé un peu notre programme pour qu'on puisse respecter les règlements en vigueur. Et on a su s'adapter aussi pendant ces 2 dernières années. On a augmenté aussi, on s'est rendu compte que comme dans toute autre école partout dans le monde, il y avait plus d'élèves qui avaient des difficultés. Donc, on a augmenté le nombre d'infirmières qu'on avait. On a maintenant une sur chaque campus. On a aussi rajouté très récemment une 2e psychologue scolaire dans notre école. Donc, on a su s'adapter aussi. On a la chance de pouvoir le faire. Et c'est quelque chose où on est très fiers de tout le monde, des élèves, des parents qui ont fait ce qu'il fallait faire, se tester les enfants toutes les semaines. On donnait des tests, par exemple, pour vérifier que le nombre de cas dans notre école est resté assez bas. Mais dans le programme d'études aussi, on a su s'adapter pour être un peu plus compréhensif aux élèves qui travaillaient avec des difficultés personnelles.
Et moi, j'ajouterais, évidemment, je travaille dans le département des inscriptions, c'est de ne pas avoir d'idées reçues, dans le sens que nous avons vécu personnellement des confinements, même des protocoles sanitaires ici en France, mais on a des élèves qui viennent du monde entier. Donc, quelle était leur réalité ces 2 dernières années? Ce n'est pas dans un bulletin scolaire qu'on va comprendre ça. Et il y a quand même beaucoup de subtilité, même dans un même système, dans un même pays, dans une même ville. Et donc, c'était d'ouvrir la voie, comme Damien disait, à la communication. Et même pendant le processus de recueillir les documents pour un dossier d'inscription, on leur dit de s'exprimer librement de qu'est-ce qui était, quelles sont des choses qui leur font peur d'arriver dans une nouvelle école. Et dans le passé, peut-être c'était, bon, je vais perdre mes amis. Et là, on voit d'autres choses. On voit certains enfants qui disent, bon, j'étais à distance pendant 18 mois. Je ne sais pas ce que ça donne de faire une sortie scolaire sur plusieurs jours. Vous voyez, on a remis en place les voyages en septembre, les voyages, les classes vertes. Et pour nos élèves en 6e, pour beaucoup, c'était la première fois. Et de plus, dans le contexte Covid, et de plus, dans un nouveau pays ou dans une nouvelle école. Et donc, c'est vraiment de leur donner la capacité de s'exprimer. Parce que quand on sait qu'on n'attend pas la perfection ou la réponse prévue, c'est vrai que ça libère nos paroles et ça libère l'expérience qu'on partage tous. Il n'y a pas une école qui a été épargnée des élèves qui avaient des difficultés, qui ont des difficultés et qui auront les difficultés à l'avenir. On est juste au début de vraiment comprendre d'où ça vient, comment s'adapter et qu'est-ce qu'on devrait mettre en place dans l'avenir. Il y a un acteur dont on n'a pas beaucoup parlé et qui me semble déterminant, en fait, dans cette place du bien-être dans l'école, c'est les parents. Comment est-ce que vous impliquez autant les parents dans l'école? On travaille avec les parents de façon régulière. On invite des groupes de parents de venir pour nous donner du feedback à nous, la direction de l'école, pour comprendre ce qui va bien, ce qui va mal, où on peut s'adapter encore pour réussir, pour que les élèves réussissent aussi. Donc, on a fait ça avant Covid, pendant Covid, et on va continuer après. Donc, c'est quelque chose qui, pour nous, est très, très important. Ce sont les parents qui voient les enfants le soir, qui voient leurs difficultés à la maison. Et quand ils nous expliquent ce qui se passe, par exemple, il y a trop de devoirs dans une matière ou une autre, ou il n'y a pas assez d'activités physiques dans les cours de sport, etc. Nous, on est là pour écouter. On veut toujours apprendre de l'expérience de nos élèves et de nos parents. Et des fois, on dit non, vous avez tort aussi, parce que des fois, on a raison. Mais c'est encore, une fois, le mot dialogue ressort, et c'est une conversation ouverte pour que chaque parent, chaque groupe de parents, il y a une PTA qui est organisée. Eux, on a des réunions toutes les 5 semaines. PTA, pardon, c'est l'association des parents de profs. Donc, c'est les parents qui viennent nous voir toutes les 5 semaines. On a une réunion formelle avec eux et on leur pose des questions. S'il y en a des changements qu'on veut faire, on leur demande leur avis. Et des fois, ils disent, oh, c'est une super idée, ou ça, on n'est pas sûr. Pendant le Covid, par exemple, on a organisé une réunion toutes les 2 semaines avec tout le monde qui voulait venir pour nous, on expliquait exactement ce qui se passait. Eux, ils nous donnaient du feedback encore. Par exemple, très, très tôt dans l'isolement, quand on était à distance, on a fait un sondage et la grande partie des professeurs, la grande partie des élèves et la grande partie des parents dit il faut ralentir un peu parce qu'il y a un peu trop. Donc, on a coupé les classes par 33%, on a passé d'1h30 à 1 heure. On a donné 30 minutes aux élèves de se reposer entre cours et c'était un grand succès. Tout le monde a rebondi et c'était quelque chose qui était très important. Et ça, c'est venu des parents au début. Ils nous disaient qu'en fait, il faut ralentir parce qu'on est à bout. Et moi, j'ajouterais juste une petite chose, c'est que quelque chose d'extraordinaire s'est passé ces 2 dernières années, c'est que le rôle de parent, d'enseignant, de l'élève, les frontières de ce que c'était
n'était pas pareil. Donc, les parents sont devenus les enseignants. Les enseignants étaient à la fois enseignants et pour beaucoup de parents. Et avec les enfants, les enseignants étaient des parents aussi, et quand les enfants sont revenus en mai 2020, on était tous, dans une façon, les experts de comment laver les mains et comment porter un masque. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose de très humain et de très humble dans cette sensation de dire, bon, je suis parent, donc mon rôle n'est pas aussi encadré qu'avant. Je peux apporter une suggestion au cours enseignant parce que pendant 5 semaines, j'ai vécu les difficultés de mon enfant qui n'accrochait pas à cette matière dans cette façon-là, je ne sais pas quoi. Donc, je pense que, encore une fois, ce concept de libérer le dialogue, vraiment, ça s'est passé d'une façon je vais même dire grâce au confinement, de nous questionner et de se demander d'où vient la prochaine bonne idée. Et ça pourrait être un interne, ça pourrait être d'un parent ou d'une élève. Parce que ça, on ne l'a pas dit, mais en plus, les parents, c'est eux qui administrent l'école chez vous. C'est ça. Donc, c'est pas, il n'y a pas un investisseur, investisseur caché, ou une direction. La direction, c'est les parents. Exactement, ça a toujours été le cas depuis que l'école a été fondée. C'est que c'est une association 1901 qui est vraiment, ça appartient aux parents. Notre école, ça appartient aux parents. Et donc, du coup, non seulement on veut les écouter, mais on est tenu de les écouter. Et que ça fait partie, non, mais ça fait partie de l'honnêteté dont Damien parlait tout à l'heure. C'est qu'on ne peut pas imposer quelque chose sans avoir cet échange. Et de l'autre côté, on ne peut pas demander quelque chose de l'école sans avoir un vrai échange. Il y a une question d'Hélène en ligne. Il y avait une question de Karl qui nous demandait comment on accompagne les enfants au sein de la vie à l'école, mais je pense que vous y avez vraiment répondu tout au long de l'intervention. Ce n'est pas le cas pour la question d'Hélène qui nous demande quelle est la proportion de professeurs internationaux à l'ISP. Je renverserai. Il y a des professeurs français à l'ISP. Évidemment, on a un département de français à tout niveau. On a des professeurs français qui ne sont jamais partis de la France. On a des professeurs français qui, comme nos élèves, ont vécu une partie de leur vie à l'étranger. Bon, le passeport, ça fait juste une petite partie de l'expérience. Mais je pense que Damien, peut-être... Oui, on a aussi des professeurs qui sont devenus français. Donc, on ne peut jamais s'en sortir avec la question d'Hélène. Donc, c'est quelque chose. Qu'est-ce que ça veut être d'être français? Et oui, on a pas mal de professeurs qui sont français, mais ils ne sont pas tous nés français. Ils ne sont pas tous grandis en France, même les Français, entre eux. Donc, je ne sais pas combien, mais je dirais peut-être 20%. Oui, notre recrutement, de toute façon, quand on a un poste à pourvoir, notre recrutement, c'est un recrutement international qui se termine de temps en temps avec une embauche qui est quelqu'un qui habite de l'autre côté du 16e arrondissement. Et d'autres fois, c'est quelqu'un qui vient de l'Asie, de l'Angleterre, des États-Unis, mais qui n'est peut-être pas anglais ou américain. Et donc, du coup, là, ça fait partie des expériences. On a un minimum d'exigence qui est très haut pour les diplômes des enseignants, mais on n'est pas coincé sur juste une toute petite partie de la population. On pourrait vraiment regarder, comme pour les élèves, le bon match. Est-ce que l'enseignant va se plaire à Paris, va se plaire dans son rôle-là? Donc, je pense que c'est comme tu vas voir que c'est un peu compliqué. Hein. Enfin bon, vous faites faire que de la philo aujourd'hui. On parle d'exigence, on va bien se demander ce que c'est que l'exigence. Je ne m'attendais pas en vous demandant combien vous avez de professeurs français, qu'on me demande ce que ça veut dire d'être français. Si jamais il y a des parents qui sont intéressés par l'ISP, comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire chez vous? Donc vous me dites, il n'y a pas de journée porte ouverte, c'est tous les jours. Oui, exactement. On avait un peu rigolé tout à l'heure avec cette phrase, mais nous avons une équipe dédiée pour le département des inscriptions et notre objectif, c'est vraiment de répondre à vos questions. Ce qu'on veut surtout, c'est qu'on pourrait vous accompagner
dans vos recherches. Peut-être ça va aboutir avec vos enfants ou un de vos enfants à l'ISP, peut-être pas du tout, mais on adore rencontrer les gens, on adore se poser des questions et d'échanger. Et pour nous, ça fait partie de nos ressources de l'école et donc du coup, on est là pour répondre aux emails, aux coups de téléphone, les Zooms, les visites du campus. On le fait chaque jour et avec mon plaisir. Merci beaucoup. Donc, vous avez vu la profondeur de l'analyse de Courtney Knight. Et je pense que, même si jamais vous n'êtes pas certain de vouloir mettre des enfants à l'ISP, avoir cette ouverture et ce dialogue avec votre enfant, ça peut être très enrichissant. Merci beaucoup, Damien, pour cette vision d'un autre type de pédagogie. Vous pouvez toujours poser vos questions dans le fil de cette discussion. On pourra vous répondre en ligne, on transmettra vos questions à Damien et Courtney si jamais on n'a pas la réponse. Le live sera disponible pendant 1 an sur le site Femmes Expat, donc n'hésitez pas aussi à taguer des amis si vous pensez que cette discussion peut les intéresser. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine. Jeudi prochain, nous avons un atelier fresque du climat pour ceux qui veulent travailler sur leur impact sur la planète en tant qu'expatriés. C'est un gros sujet. Et puis, on se retrouve aussi le 20 février, donc on y est presque, pour une jolie surprise qu'on vous a préparée, notamment avec l'ISP, qui est le guide de la scolarité internationale en Île-de-France. Donc, un guide de 80 pages, un travail acharné de l'équipe de rédaction de Femmes Expat pour essayer de faire le clair. Alors, entre bac international et OIB qui change de nom, donc on va vous présenter tout ça, mais surtout public, privé, privé sous contrat, privé hors contrat, section européenne, etc. Toute l'offre d'écoles internationales en Île-de-France et en France en général est extrêmement riche, mais très complexe. Et je dois dire qu'avec ce guide, pour la première fois, je crois que j'y ai vu clair. Donc, rendez-vous le 20 février, si jamais vous voulez vérifier par vous-même, si jamais on arrive pas à y comprendre quelque chose. À très bientôt, Damien et Courtney. Merci beaucoup. Amis expat, à bientôt. Au revoir. Au revoir.